Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture, un bilan lecture qui était assez bien, même s'il y a des romans que j'ai moins aimés que d'autres. Père total, j'ai passé un bon moment de lecture, mais en tout cas on verra ça dans les minutes à suivre. Et on va commencer par le tome 5 de la saga Bourbon Kid. Psycho Killer. En fait, c'est un tome qui se passe en dehors de l'univers des Bourbon Kids, je pourrais dire. Il y a toujours des tueurs déjantés, il y a toujours cette ambiance un peu nonchalante, un peu bizarre, un peu rigolote qui prennent place avec plein de références à la pop culture. Mais cette fois-ci, on est loin des sentiments des gars. L'action se passe à B-Movie Hell, une autre bourgade, et on aura affaire à notre tueur en série, l'Iroquois. Eh bien, cette fois-ci, j'ai pas autant adhéré à l'histoire, je l'ai trouvé un peu moins bien que l'histoire des Bourbon Kids, je l'ai trouvé un peu plus convenue avec une intrigue assez classique qui aurait pu être devinée assez facilement. En tout cas, moi, je l'ai deviné à un moment donné parce qu'on nous laissait des indices. Et même l'humour, il était assez cru, assez quelconque. J'ai pas du tout adhéré à ce qui se passait. J'ai pas du tout adhéré à l'endroit où se passait l'action. En fait, tout était cru, tout était convenu, tout était un peu dégueulasse. En fait, j'avais l'impression juste que l'auteur ou l'autrice, peu importe, il s'agit d'anonyme, on sait pas qui est derrière cette saga, il se faisait juste un kiff. C'était un truc un peu sensuel, avec des fantasmes un peu non assouvis, disons, parce que l'action se passe dans un bordel. Du coup, on avait des scènes très explicites dans ce roman. Du coup, je l'ai trouvé un peu moins bien, voilà. Je l'ai trouvé moins bien que les autres, et c'est étonnant, et en même temps, c'est un peu triste de dire ça. Mais j'ai pas vraiment adhéré à cette histoire. Bon, je vais vous faire quand même un synopsis parce que je tourne autour du pot, j'essaie de vous donner les éléments clés de cette histoire et en même temps mon ressenti, mais vous avez pas le résumé de ce récit. Eh bien, à un moment donné, Jack Munson, un ancien agent FBI qui était un peu à la retraite parce qu'il était un dur à cuire, c'était un type à l'ancienne qui faisait pas tout dans la dentelle, il avait ses manières, il est rappelé en urgence pour intervenir sur un nouveau cas. Il va faire équipe avec une dame qui s'appelle Milena Fonseca et ensemble ils vont devoir attraper l'Iroquois à un garçon qui s'était échappé d'un hôpital psychiatrique qui porte un masque jaunâtre avec une crête rouge et qui fait du massacre partout par où il passe. Il découpe les gens, il découpe des bras, il découpe des membres, peu importe, mais en tout cas, les personnages qu'il croise ne s'en sortent pas indemnes. Du coup, ces deux agents FBI vont devoir aller à B-Movie Hall, bourgade qui est sous la tutelle d'un ancien producteur de films porno, et du coup, ils vont devoir trouver ce gars qui fait des ravages. Ouais, en fait, les protagonistes, les personnages principaux, je les trouvais assez attachants. Même la jeune fille qui travaille dans ce bordel, elle était attachante. On voyait une certaine candeur, une certaine naïveté et douceur dans tout ce qu'elle faisait. On avait un peu de la pitié pour ce qui lui arrivait parce qu'elle était obligée de travailler dans ce bordel malgré ses désirs. Elle était forcée de prendre ce chemin par ce millionnaire producteur de films porno qui se faisait vraiment un kiff et qui était la dégueulasserie incarnée. Tout ce qui se passait dans ce bordel vraiment est dégueulasse et en plus les scènes sont très explicites et moi qui n'aime pas du tout avoir des scènes olé dans des romans, je sais pas, je trouve pas que ça apporte grand chose au récit, il ne m'a pas vraiment captivé de masse. J'ai pas adhéré à 100%. Pour moi, il est vraiment en dessous de tout ce qui a été fait dans cette saga. Les 4 premiers tomes, je les ai dévorés, mais celui-là, il a pas fait pour moi et je suis même sur une mini déception, même si l'histoire elle était sympathique. L'idée de base, elle était sympathique. Je trouvais pas cette immersion dans l'univers des Bourbon Kids. Je trouvais pas les mêmes forces que dans les autres tomes de la saga. Oui, on avait ces clins d'œil à la pop culture, mais c'était quand même assez maladroit. L'intrigue de base, elle était pas aussi bien ficelée que d'habitude. On pouvait deviner assez facilement ce qui allait se passer par la suite dans ce récit. Du coup, il m'a pas surpris, il m'a pas embarqué à 100%, même si ça se lisait très vite. Je l'ai lu vraiment en 2 jours environ, même s'il fait 450 pages. Je l'ai lu très vite parce que le style fait que
tu es quand même embarqué, mais par contre l'histoire elle est en dessous de ce que Anonyme nous propose d'habitude avec sa saga Bourbon Kid. J'espère que le tome 6 va relever le tout parce qu'il me semble qu'on sera de retour avec nos protagonistes de Bourbon Kid, avec ces protagonistes que moi j'aime beaucoup. On verra. De toute façon, je pense pas que ça pourrait être pire que ce tome-ci. Voilà, une mini déception pour moi. Même si le style il est toujours là, eh bien les thématiques abordées ont fait que j'ai pas adhéré à 100%. On va passer maintenant à un petit titre. C'est un roman noir qui nous parle d'un crime qui n'avait pas été élucidé. Je parle ici d'Elemon. Je vais pas prononcer le nom de l'autrice parce que ça serait jamais facile. Je peux dire que c'était un roman assez sympa. Il est très petit. Je l'ai trouvé par hasard dans une boîte à livres et il était sur ma wishlist depuis un moment. Je l'avais vu passer sur Instagram au moment de sa sortie et bon, vu que j'ai eu l'occasion de le trouver, je l'ai lu et j'ai apprécié ma lecture dans les grandes lignes. Il y a, disons, 2 petits bémols dans ce récit. Le fait que, même à la fin, on est toujours dans un sort de brouillard, on sait pas trop, on n'a pas vraiment de réponses claires à nos questionnements, mais pour autant, c'est pas dérangeant, je pinaille, c'est juste un petit détail. Et deuxième élément auquel j'ai eu un peu de mal à accrocher, c'est le fait que tout est écrit à la première personne. En fait, on débute le roman avec un personnage et dans le chapitre d'après, moi personnellement, je m'étais pas rendu compte qu'on est passé à notre personnage. Je pensais qu'on était toujours sur le même personnage. Du coup, moi, je me suis rendu compte un peu plus tard qu'on était passé à notre personnage, qu'on est passé au point de vue d'un autre personnage. Je pensais qu'on était toujours sur la même personne et j'étais un peu déboussolée en fait. J'étais en mode, ok, mais attends, tu me parlais de quelque chose et maintenant tu passes à ça. C'est où le lien? Et le lien va se créer, mais vous allez voir tout ça au fur et à mesure. Du coup, si vous souhaitez lire Lemon, soyez avertis. Tout est écrit à la première personne et on a différents points de vue des différents personnages. Comme je vous disais, ce récit est axé autour d'un mystère, autour d'un crime qui n'a pas été élucidé. En 2002, une très jolie lycéenne a été assassinée. On a retrouvé son cadavre et 2 suspects ont été arrêtés. Il s'agissait d'un riche garçon qui avait tout pour lui, qui était très intelligent, et d'un autre lycéen, d'un autre gars qui venait d'une famille un peu plus modeste, d'un gars qui était obligé à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Et vous imaginez bien qui ont suspecté. Voilà. Les préjugés sont toujours là. Cependant, aucun de ces gars n'a pas été trouvé coupable. Et des années plus tard, on a les interrogations de la sœur de la victime. On voit son parcours à travers les pages, on voit tout ce qu'elle a subi, on voit comment le deuil il a opéré dans cette famille déjà brisée, et on se rend compte que la vie n'a pas été facile pour aucun de nos protagonistes présentés ici dans ce petit récit. On a des débuts de réponses, on déduit qui est l'assassin de cette jeune lycéenne, mais le doute subsiste. C'est un roman un peu poétique, c'est un roman un peu mélancolique où on voit en même temps un ficelle qui s'opère dans la société coréenne. J'ai bien aimé ce petit récit, j'aurais préféré qu'il soit encore plus grand. Je pense que 50 pages, voire une centaine de pages en plus, ça aurait été mieux pour le développement de l'histoire, mais il est très bon. J'ai bien aimé la narration, j'ai bien aimé la manière d'écrire de l'autrice et franchement, je suis très contente d'avoir trouvé ce petit roman. Si vous voulez un petit récit pour l'été, Lemon, ça pourrait faire l'affaire. On va continuer avec un petit horreur jeunesse, Spooksville, le monstre de l'armoire. Chaque mois, je lis un petit Spooksville et cette fois-ci, je me suis penchée sur le tome 17. À Spooksville, comme vous savez, rien n'est facile. Il y a des monstres, il y a des créatures qui apparaissent et du coup, les habitants de cette bourgade doivent faire gaffe à tout instant. Leurs peurs peuvent se matérialiser et dans ce récit, c'est le cas. À un moment donné, une de nos protagonistes, Cindy, elle entend du bruit provenant de son armoire. Il y a une petite lumière verte qui ressort et Cindy, elle est vraiment apeurée. Elle appelle ses potes, mais le temps qu'ils arrivent là-bas, Cindy, elle a déjà disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a pris Cindy? Est-ce que c'est l'armoire qui l'a attrapée? Est-ce que cette lumière verte l'a fait disparaître? On ne sait pas. En tout cas, nos protagonistes, ils n'ont pas vraiment d'indices. Ils vont devoir faire face à un mystère et ils vont lutter contre la montre parce que chaque instant peut déterminer le sort de leur ami Cindy. C'est un petit roman jeunesse d'horreur qui s'inscrit dans la même lignée que Les Chairs de Poule. Ici, comme je vous rappelle chaque fois, les protagonistes restent le même tout au long de l'histoire. Du coup, ça serait mieux de commencer par le tome 1, mais après,
je pense que vous pouvez piocher des tomes distincts, même si ce serait mieux d'avoir la suite. Moi, je l'ai pas, je n'ai pas une suite directe, j'ai des tomes par-ci, par-là dans cette collection, mais ça me fait toujours plaisir de découvrir cette saga. C'est toujours une lecture popcorn, c'est toujours une lecture rafraîchissante, une lecture que tu peux prendre à la plage, comme une lecture que tu peux prendre dans les moyens de transport. C'est facile, c'est rapide et c'est un beau moment de plaisir garanti. Voilà, Le monstre de l'armoire, tome 17 de Christopher Pike. Un titre très sympa. Maintenant, je vais vous parler d'un titre qui met en avant des sirènes. Into the Drowning Deep de Mira Grant. Malheureusement, c'est un titre qui est disponible juste en anglais. Peut-être à un moment donné, il va être traduit en français parce que j'ai vu que certains titres de cette autrice sont déjà traduits en français, notamment Feed, qui est un titre qui porte sur les zombies et peut-être à un moment donné, celui-là, il va être adapté également. On croise les doigts en tout cas. Comme je vous disais, c'est un titre qui porte sur les sirènes et personnellement, j'ai pas eu l'occasion de lire beaucoup de titres qui abordent ces sujets. C'est un roman mix média, il y a des inserts, des pages de journal ou des pages de conférences et le tout, le produit final, c'est assez bon, même si il y a certaines choses qui sont convenues. Mais bon, bref, père total, c'est une très bonne lecture. L'histoire qui nous est présentée ici prend place suite à la disparition d'un navire qui s'appelle Atargatis. En fait, ce navire, il avait pour mission de faire un documentaire moqueur concernant les sirènes. Tous ceux qui étaient sur le bateau, ils devaient aller dans un endroit spécifique à Mariana Trench et réaliser un documentaire un peu marrant en disant que oui, les sirènes, c'est des mythes, ça n'existe pas. Sauf que tous les passagers de ce navire ont été tués. On a une évidence vidéo, on a une preuve concrète, mais tout était trop gros pour être réel. On voyait un massacre, on voyait du sang, on voyait des créatures qui rappelaient des sirènes qui attaquaient les passagers, mais tout le monde s'est mis d'accord pour dire que c'est une farce, que c'est pas réel. Sauf que ceux qui sont restés derrière, les familles de ces victimes, ils sont endoloris et ils cherchent des réponses. La sœur d'une de ces victimes, qui s'appelle Tori et qui est biologiste marin. En fait, tous les personnages qu'on va voir ici sont des scientifiques. Je sais pas exactement son blaze, je vais dire biologiste marin, mais c'est plus compliqué que ça. Cette scientifique, elle n'a pas de paix. Depuis la mort de sa sœur, elle cherche toujours et toujours des réponses. Et à un moment donné, la compagnie qui avait financé ce film, ce documentaire moqueur, ce voyage qui est fini un carnage, va lui faire une proposition. Il va lui dire, tu peux venir avec nous sur le bateau, toutes les recherches que tu réalises sont à toi. Nous, on veut juste prouver l'existence des sirènes. On sait, pendant toutes ces années où on n'a pas donné des signes de vie, on s'est équipé, on a mis au point un protocole, on a mis au point un voyage. Et cette fois-ci, on va avoir des réponses pour toutes ces familles endolories. On va voir que les sirènes, on va prouver que les sirènes existent vraiment. Du coup, Tori, qui courait après cette légende, qui courait après le mythe des sirènes, qui voulait vraiment mettre en avant tout ce qui s'est passé, qui voulait mettre un point final à cette histoire parce que sa sœur, elle était sur ce bateau, elle accepte, elle va être embarquée sur ce bateau où il y a plein scientifiques. Et au fur et à mesure que le voyage avance, on va se rendre compte que la présence des sirènes, elle est palpable, elle est réelle. Mais les sirènes sont pas des jolies créatures comme dans les histoires des Hans Christian Andersen, comme dans Les Petites Sirènes adaptées par Walt Disney. Non, loin de là. Il s'agit de créatures sauvages, des créatures affamées de sang humain. Bien sûr, ils sont intelligentes, ils ont un langage bien à eux, ils ont un langage de signes, ils ont un langage mimique qu'ils empruntent à leur proie. Cependant, ils n'ont rien d'une créature bienveillante. Et les passagers de ce voyage vont apprendre à leur risque et péril que l'existence des sirènes est réelle. Je vous dirai pas plus. C'est un roman un peu linéaire, un peu calme. Il n'y a pas vraiment des suspens. Je pense que ça, c'était le point qui me dérangeait le plus. On n'a pas vraiment des pics d'excitation, on n'a pas vraiment des pics d'horreur. Tout est un peu linéaire, tout est un peu droit, disons. Il n'y a pas ces pics de terreur qui arrivent et qui nous frappent en tant que lecteur. Mais j'ai quand même bien aimé. C'est un roman d'ambiance, c'est un roman assez lent qui met du temps à démarrer, mais personnellement, ça m'a pas dérangé. Je m'attendais pas à un roman d'horreur qui nous frappe de plein fouet. J'ai bien aimé la plume de l'autrice. Je sais qu'il y a un deuxième tome qui parle de ce mythe des sirènes. Il me semble que c'est un préquel. C'est pareil, c'est en anglais. Peut-être qu'à un moment donné, je vais le tester. Mais c'est sûr et certain, je vais me procurer d'autres tomes de Mira Grant parce que ça en vaut vraiment le coup. Je pense que je vais m'aventurer vers le domaine des zombies
La prochaine fois, je vais essayer de trouver sa saga Feed qui est traduit en français. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de trouver et de vous procurer Into the Drowning Deep, n'hésitez pas, c'est un roman des sirènes. Voilà, je vous dirai pas plus. On va rester dans cette même thématique des sirènes parce que j'ai eu l'occasion de lire un manga qui s'appelle Le Pacte de la Mer de Satoshi Kon. C'est un manga que je voulais depuis beaucoup de temps, depuis 3 ou 4 ans. Et finalement, j'ai eu la chance de le trouver en occasion. Il est quasiment neuf, regardez-moi ça. Il est tout beau, tout neuf. Je pense que la personne l'a lu juste une fois et après l'a vendu. J'étais subjuguée. J'ai bien aimé les dessins, très fins, très posés. Ils m'ont fait un peu penser à la patte graphique des Jiro Taniguchi. Je trouvais que c'est plus ou moins dans le même style. Et, même l'histoire, elle est posée, elle prend place. On découvre les protagonistes au fur et à mesure. Du coup, comme je vous disais, mes attentes ont été comblées et j'ai adoré ce récit. Selon la légende, la ville d'Amid, elle subsiste grâce à un pacte scellé avec une sirène. En échange de la protection accordée à son œuf, cette sirène va accorder la prospérité aux habitants de la ville d'Amid. Le pacte, il a été scellé il y a longtemps. Les habitants, les prêtres, ils l'ont respecté jusqu'à présent. Cependant, un projet immobilier voit le jour. Il y a des voix qui s'érigent contre ce projet, mais il y a aussi des voix qui sont érigées pour ce projet. Parce qu'on dit que la ville d'Amid, elle va prospérer grâce à cette expansion immobilière. Ceux qui devaient protéger l'œuf se retrouvent dans une situation un peu bizarre. Notre protagoniste, le jeune Yosuke, est le descendant de cette famille qui a scellé le pacte avec la sirène. Il a un peu le cul entre deux chaises parce que quand même il aimerait bien croire à ce folklore, à ce mythe de la sirène, mais il s'est dit que peut-être que cette expansion n'est pas quelque chose de mauvais pour sa ville. Il sait pas trop, voilà, il sait pas trop où se situer. Et les deux membres de sa famille qui sont plus proches de lui, son grand-père et son père, ils ont des visions distinctes concernant ce sujet. Dans ce contexte, les habitants sont pris entre la légende et la réalité. Ils vont devoir faire face à un choix crucial qui va déterminer le sort de cette ville portuaire. Comme je vous disais, j'ai beaucoup aimé la plume de Satoshi Kon. J'ai beaucoup aimé les thématiques qui sont mises en avant dans ce récit. Le bien-être de la population, le bien-être climatique, l'expansion de la ville. J'ai beaucoup aimé tout ce qui a été présenté et je peux que vous recommander ce récit, Le Pacte de la Mer de Satoshi Kon. Et on va finir ce bilan lecture par un titre de Nick Cutter, mais restez jusqu'à la fin parce que je vais vous parler d'une adaptation d'une nouvelle de Stephen King ensuite. Revenons à Little Heaven de Nick Cutter. Pour ceux qui ne savent pas, Nick Cutter est l'auteur de Troop 52, un de mes romans d'horreur préférés. Dans ce récit, Nick Cutter, il a frappé encore fort parce qu'on va être devant une histoire, disons, de secte religieuse mélangée avec un élément un peu surnaturel, un peu fantastique, on dirait même cosmique, parce qu'on sait pas, on connaît pas la provenance de cette chose. Mais je vais revenir au fur et à mesure sur cet aspect. Dans cette histoire, on va suivre 3 chasseurs de primes, Minerva, Mika et Ebenezer. C'est 3 compères qui se sont rencontrés par le passé dans une conjoncture qui était pas trop préférable pour eux. Ils étaient à 2 doigts de s'entretuer, mais les aléas de la vie ont fait qui se sont retrouvés ensemble. C'est une relation un peu dysfonctionnelle entre ces 3 protagonistes, c'est une relation d'amour et de haine qui s'est tissée entre eux, mais pourtant, ils collaborent. Il y a une chose très bizarre qui les unit, il y a des événements tragiques qui se sont passés à Little Heaven, cette communauté religieuse qui a été fondée au fin fond de la forêt et où les croyants, ceux qui ont participé à la création de cette secte, ont connu un destin tragique. Nos 3 protagonistes sont marqués par le passé, par tout ce qu'ils ont vécu, par ces événements un peu surnaturels qui les ont façonnés et qui ont façonné leur nouvelle vie. Parce que chacun d'eux a continué sa vie, mais aucun d'eux n'a pas réussi à s'en sortir indemne. Ils doivent vivre avec leurs démons, ils doivent vivre avec une malédiction et en ce moment même, Mika, il vit avec la sienne. En plus de cela, sa fille, elle s'est fait kidnapper par les spires de cette entité qu'ils ont affrontée à Little Heaven et du coup, il peut pas rester les bras croisés. Il veut retrouver sa fille. Pour cela, il va faire appel à ses 2 compères et ensemble, ils vont
affronter à nouveau cette entité qui rôde dans les parages de l'ancienne secte Little Heaven. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, c'est un roman dense, vous voyez, c'était bon bricasse. Il y a beaucoup de scènes gore. Si vous êtes sensible aux tripes, au body horror, peut-être c'est pas le récit fait pour vous, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Les scènes sont très imagées, on a beaucoup de contexte, on a cette horreur qui est frontale et qui nous frappe visuellement et mentalement, parce que au-delà de cette horreur, comme je vous disais, qui est très fort, qui est très gore et très visuel, il y a une horreur qui s'insinue et qui frappe d'une autre manière, qui frappe d'une manière détournée les habitants de Little Heaven, mais aussi nos 3 compères, nos 3 chasseurs de primes. J'ai beaucoup aimé la plume des Nick Cutter. Bon, ça c'est pas un scoop parce que, comme je vous disais, Groupe 52, c'est un de mes romans d'horreur préférés. Little Heaven ne le dépasse pas, mais c'est un très bon roman. C'est un très bon récit. En tout cas, personnellement, moi je l'ai trouvé très bon. Peut-être selon vos critères, vous allez le trouver autrement, mais moi je l'ai trouvé très bon. Et j'ai trouvé que les personnages sont attachants. Il y a vraiment un background, on voit au fur et à mesure ce qui s'est passé dans cette communauté religieuse et on comprend un peu leur appréhension, on comprend pourquoi ils ont un peu de mal à revenir dans cet endroit. Je suis vraiment contente de l'avoir découvert et bon, il me reste qu'à lire le reste de sa bibliographie. J'ai The Deep sur ma wishlist. Je pense que ça va être peut-être le prochain que je vais me procurer. On verra bien. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me donner. Cela étant dit, on va passer à une adaptation signée Stephen King. Lors de la fête du cinéma, j'y suis allée voir The Life of Chuck. C'est une nouvelle qui fait partie du recueil de nouvelles Si ça saigne. C'est une nouvelle qui fait environ 250 pages, si je me trompe pas. Je n'ai pas le nombre de pages exact, mais c'est une nouvelle que j'avais pas vraiment compris à la lecture, parce que si vous vous rappelez, si vous avez déjà visionné ce bilan lecture où je vous parlais de cette nouvelle, je vous disais que en fait je trouvais que les 3 parties n'avaient pas vraiment de lien, parce que la nouvelle commence avec une touche de post-apo, voilà, une touche de fin de monde, et après on passe à autre chose, on passe à la vie du gars, parce que la nouvelle s'appelle The Life of Chuck. Et moi personnellement j'avais pas capté la nuance, j'avais pas capté le lien, et je trouve qu'au cinéma, de manière visuelle, tu comprends plus la métaphore, parce que moi à la lecture je l'avais pas capté. Moi dans ma tête, mon cerveau il s'était fixé sur un point. Pour moi, c'était une histoire post-apo et il a fait abstraction de tout le reste. Il a trouvé la nouvelle très bien. Les 3 parties, il les a trouvées excellentes. Je les trouvais excellentes, mais je voyais pas le lien. Et en voyant ce film, je me suis rendu compte du lien manquant. Je l'ai vu, je l'ai constaté. J'ai vu où je m'étais fourvoyée. J'ai compris mieux la nouvelle et je l'ai trouvée très touchante. Même le film, il est très bien réalisé, je l'ai trouvé très touchant. J'ai adoré la manière dont il a été adapté, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré nos protagonistes, j'ai adoré nos acteurs qui ont été choisis très bien. C'était touchant, c'était beau, on a capté vraiment l'essence de cette nouvelle et finalement j'ai vu le lien qui les unissait. C'est une nouvelle poétique, c'est une nouvelle qui parle de la fin du monde, mais de la fin du monde à travers les yeux d'une personne, voilà, d'une personne. Je ne vais pas vous spoiler ce récit parce que c'est une histoire de vie très touchante et si je vous dis ce qui se passe, vous n'aurez pas la surprise, même si elle est très bien adaptée. Du coup, je vais faire un petit résumé, mais juste, disons, de la première partie et je vais vous laisser la surprise de la découverte. Dans ce récit, on va voir que la fin de l'humanité est proche. Plus d'internet, les catastrophes climatiques se multiplient. Il y a des parties d'Amérique qui ont été submergées par l'eau, qui ont disparu complètement. Et c'est la panique totale. Dans ce contexte, il y a 2 protagonistes qui vont se retrouver, disons, pour une dernière fois. Mais ça, c'est juste la première partie. Voilà. Je vous laisse la découverte, comme je vous disais, en regardant ce film. C'est un film très touchant. C'est un film que je vous recommande chaudement. Je vous recommande également la nouvelle de Stephen King qui se retrouve dans le recueil de nouvelles Si ça saigne. Très bon. C'est très bon. Et peut-être, si vous avez l'occasion de lire la nouvelle et de regarder tout de suite après le film. Parce que les 2 sont vraiment très bien réalisés et le lien, il est incroyable. J'ai même un petit visiteur qui nous fait l'honneur de sa présence. Je vais vous le présenter. Vous l'avez déjà vu. Hop! C'est mon Ramsès sauvage. C'est mon Ramsès sauvage qui aime bien venir sur moi quand j'ai film. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces titres ou si un de ces titres vous donne envie. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.